Et si les chapeaux de paille mouraient et renaissaient, mais gardaient tous leurs souvenirs, les compétences qu'ils ont maîtrisées et les leçons qu'ils ont apprises lors de leur quête du One Piece? Vous vous demandez sûrement, Luffy frapperait-il encore le dragon céleste? Zoro s'agenouillerait-il encore devant Mihawk? Est-ce que Nami resterait aussi longtemps à Arlong Park qu'elle ne l'a fait à l'origine? Eh bien, ne vous posez plus la question car je suis là pour explorer comment les histoires de nos chers chapeaux de paille se dérouleraient s'ils renaissaient. Une chose importante à garder à l'esprit est que tout le concept de One Piece tourne autour du mot japonais nakama, qui signifie camarade. Les chapeaux de paille sont essentiellement une famille, et c'est crucial pour notre élaboration de théorie, car s'ils devaient renaître en gardant leurs souvenirs intacts, leur loyauté, leurs objectifs et leur manière de gérer les menaces ensemble seraient profondément affectés. Commençons d'abord par notre protagoniste, Luffy. L'un des moments les plus marquants de la série est lorsque Shanks perd son bras en sauvant Luffy. Cette unique rencontre définit les motivations de Luffy pour le reste de son aventure. Cela lui apprend à toujours donner la priorité à ses camarades plutôt qu'à sa propre sécurité. Cependant, dans notre univers alternatif, Luffy ne quitte jamais le bar ce jour fatidique et n'avertit pas Shanks à propos du roi des mers. En conséquence, Shanks conserve ses deux précieux petits bras, et la culpabilité qui hante Luffy toute sa vie disparaît. Ace est un autre personnage intéressant dont la mort laisse une cicatrice permanente sur Luffy, changeant la trajectoire de sa vie et menant directement à l'ellipse de 2 ans. Bien qu'il sache que toutes les chances sont contre lui, Luffy se précipite quand même pour le sauver parce que, comme toujours, la famille est plus importante pour lui que tout le reste. Cependant, dans cet univers alternatif, Luffy se lancerait-il toujours tête baissée sans réfléchir? J'aimerais croire que oui. Luffy se précipite à Marineford non pas parce qu'il pense pouvoir gagner, mais parce que laisser Ace mourir sans lui est la seule chose qu'il ne pourra jamais accepter. Le destin d'Ace pourrait changer grâce à l'expérience accrue de Luffy en stratégie et en combat, mais au final, il se précipitera toujours pour protéger ses proches, peu importe à quel point il devient un grand pirate. De la même manière, pour répondre à la question posée plus tôt, Luffy frapperait toujours le dragon céleste dans toutes les timelines possibles, car son code moral l'oblige à protéger ses amis. Zoro, quant à lui, est un personnage fascinant auquel appliquer cette théorie, puisqu'il connaît une évolution considérable tout au long de l'histoire. Une personne importante qui joue un rôle clé dans son développement est Mihawk, le modèle de Zoro. Après sa défaite humiliante lors de leur premier duel, Zoro est animé par une passion intense pour devenir plus fort et réaliser son rêve de devenir le plus grand épéiste. Cependant, ce n'est qu'après l'ellipse de 2 ans que Zoro s'adresse à Mihawk et le supplie à genoux de devenir son élève. Théoriquement, un Zoro renaissant connaîtrait les défis qui l'attendent, ainsi que la force et la maîtrise nécessaires pour surmonter ces obstacles. À l'origine, Zoro a dû écraser son propre ego et supplier Mihawk de l'entraîner. Mais dans notre chronologie alternative, il a déjà connu l'évolution de caractère dont il avait besoin. Ironiquement, il pourrait donc se mettre à genoux encore plus tôt qu'avant, car cela signifierait qu'il pourrait s'entraîner et améliorer ses compétences plus tôt, et utiliser ses techniques pour protéger Luffy et l'équipage. La rencontre de Zoro avec Perona est également profondément fascinante, car elle met en lumière les aspects les plus profonds et vulnérables de sa personnalité. Au début, Luffy, Zoro et Franky sont complètement impuissants à cause des pouvoirs de Perona, ce qui les rend incroyablement déprimés et en larmes. Cependant, Zoro surmonte l'influence de Perona grâce à l'intensité même de sa haine de soi et de son pessimisme. Dans notre monde alternatif, Zoro entre dans le combat en sachant déjà que son état émotionnel le rend immunisé. Il entraînerait son état d'esprit de façon délibérée, utilisant son contrôle émotionnel comme une arme, devenant ainsi un guerrier psychologiquement terrifiant. Cela réduirait les dégâts que Perona peut infliger à l'équipage, permettant à Zoro de sauver ses camarades avant qu'ils ne subissent de dommages mentaux inutiles. Bien que cela ne soit pas une qualité positive, cette théorie montre à quel point Zoro est prêt à se dépasser pour devenir plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Parlons maintenant de Nami, un personnage avec une histoire si traumatisante et déprimante qu'elle peut faire pleurer des hommes adultes. Dans l'histoire officielle, elle a été orpheline dès son plus jeune âge et adoptée par belle-mère. Elles vivent dans un village dominé par Arlong, le pirate homme-poisson. Il déteste tous les humains et leur impose des taxes cruelles et de la violence, et la famille adoptive de Nami finit elle aussi par tomber victime de sa tyrannie. La jeune Nami assiste, impuissante, au massacre de belle-mère par Arlong sous ses propres yeux. Cet événement traumatisant lui inspire une grande peur, si bien que lorsque Arlong lui fait la fausse promesse de libérer son village en échange de ses services et d'une grosse somme d'argent, elle accepte le marché. Dans notre univers alternatif, Nami serait déjà consciente du fait qu'Arlong ne tiendrait pas sa part du marché et qu'il se contenterait de confisquer l'argent qu'elle a durement gagné. Elle s'attend à la trahison d'Arlong, sait que les Marines sont corrompus et prévoit l'arrivée prochaine de Luffy. Par conséquent, elle considérerait Arlong uniquement comme un ennemi et, au lieu d'essayer de conclure un accord, elle consacrerait tous ses efforts à préparer une rébellion.
Surtout, lorsque Luffy finirait par arriver, au lieu de refuser toute aide et de porter seul le poids de son chagrin, elle lui confierait son traumatisme, mettant ainsi fin à la domination d'Arlong bien plus tôt. Tout au long du reste de l'histoire, Nami joue un rôle crucial en tant que navigatrice de l'équipage et excellente stratège. Dans cette chronologie, elle serait plus intelligente et plus précise. Par exemple, dans l'arc Skypiea, elle serait capable de prédire les mouvements des Nehru, de cartographier l'île à l'avance et d'éviter les conflits inutiles avec les tribus locales comme les Skypians et les Shandians. De même, dans Thriller Bark, Nami est en grande partie mise de côté en raison de la nature très axée sur l'action de l'histoire. Cependant, une Nami renaissante avec ses souvenirs pourrait tendre des pièges à Absalom et aux zombies à l'avance et exploiter les faiblesses de l'équipage de Moria. Maintenant, Usopp est un personnage assez complexe à analyser car il passe une grande partie de sa vie à mentir, non seulement aux gens qui l'entourent, mais surtout à lui-même. Il est extrêmement peu sûr de lui et protège son ego en projetant une version idéalisée de lui-même, impliquant généralement des aventures épiques et des actes d'héroïsme exemplaires. Cependant, au fond de lui, il sait très bien que ses mensonges ne sont qu'un mécanisme d'adaptation à sa lâcheté paralysante. Il vit au village de Sirop, connu pour être paisible, riche et stagnant. Il développe rapidement une relation étroite avec Kaya à travers un lien forgé par le traumatisme. Kaya a besoin des histoires fantastiques d'Usopp pour échapper à sa solitude, tandis qu'Usopp a simplement besoin de quelqu'un qui croit en lui. Tout s'effondre lorsque Kuro, le majordome de Kaya, se révèle être un pirate maléfique déterminé à tuer Kaya et à s'emparer de sa fortune. Malheureusement, les célèbres mensonges d'Usopp se retournent contre lui, car personne au village ne le croit lorsqu'il essaie de prévenir tout le monde des manigances de Kuro. Dans un monde où Usopp renaît avec ses souvenirs intacts, il se souvient vivement de la mort de sa mère et du fait que ses mensonges l'ont finalement trahi. Mais surtout, il se souvient que sa lâcheté a failli causer la mort de Kaya. Ainsi, cette fois-ci, Usopp ment de façon plus délibérée, plus intentionnelle. Il rassemble stratégiquement des preuves contre Kuro et avertit Mary discrètement, exposant ainsi le plan d'assassinat de Kuro et empêchant tout mal d'arriver à Kaya. Un autre point crucial de l'intrigue est le départ d'Usopp de son village. Dans le monde canonique, il part avec beaucoup d'incertitudes qui obscurcissent son esprit. Cependant, il est fatigué de sa vie stagnante, pleine de mensonges, et veut devenir le guerrier que son père voulait qu'il soit. Dans notre chronologie alternative, Usopp part toujours, mais il est beaucoup plus déterminé et sûr de sa décision. Il n'a pas besoin de Water Sept ni du déguisement de Sogeking. Au lieu de cela, il accepte sa véritable identité et réalise le rêve de son père. De la même manière, Usopp, dans l'arc précédent, survit au combat, grâce à la chance, à l'improvisation et, soyons honnêtes, à une bonne dose d'armure scénaristique. Cependant, dans cette chronologie, Usopp sait à quel point Grand Line peut être difficile, alors il commence à s'entraîner immédiatement, comptant sur ses compétences de tireur d'élite plutôt que sur des coups de chance pour le sauver. Parlons maintenant de Sanji, l'un des personnages les plus tragiques de One Piece. Son histoire passée est vraiment l'une des révélations les plus troublantes de la série, elle me donne des frissons dans le dos. Sanji a grandi à Germa 66, une nation militaire sans territoire. L'endroit était célèbre pour sa science brutale, ses soldats clonés sans pitié et son efficacité impitoyable. Les émotions étaient mal vues et essentiellement effacées chez les enfants par des expériences génétiques, avant même leur naissance. Cela les transformait en machines de guerre, loyales uniquement envers Judge, le roi de Germa, qui est aussi le père de Sanji. Bien que les frères et sœurs de Sanji soient des machines à tuer dénuées d'émotions, sa mère sacrifie sa vie pour s'assurer que Sanji conserve son humanité. Cela le conduit à vivre une vie marquée par les abus de sa famille et à rechercher sans cesse la validation de son père. Il parvient à s'échapper de Germa 66 et choisit plutôt de se concentrer sur sa passion pour la cuisine et de la cultiver. Dans notre monde théorique, Sanji se souvient de sa prison, du sacrifice de sa mère, et il sait qu'il rejette Germa. Cependant, il sait que la gentillesse est punie sur cette terre. Malgré cela, je pense qu'il choisirait quand même d'être un humain compatissant, sinon pour lui-même, alors pour honorer le sacrifice de sa mère. Il ne cherche jamais l'approbation de Judge et croit fermement que ressentir des émotions et créer de véritables liens avec les autres est ce qui donne un vrai sens à la vie. Une différence intéressante est que ce Sanji renaissant accepte d'utiliser la Raid Suite sans laisser celle-ci réprimer ses émotions, rejetant toujours l'idéologie de Germa. Il est assez mature pour utiliser les bons outils pour ses plans. L'original devait affronter ses démons à Whole Cake Island, mais le Sanji renaissant y fait face dès l'enfance sans fuir son nom. Ces théories montrent que les chapeaux de paille seraient bien meilleurs nés avec leurs souvenirs. Mais une question se pose. Les souvenirs en font-ils de meilleurs héros ou effacent-ils leur lien familial d'origine? Partagez en commentaire les moments de la série qui seraient changés par une renaissance. Découvrez d'autres théories dans la vidéo suivante. Cliquez ici